Allez, salut tout le monde, c'est Victor au micro. Donc on va partir du coup maintenant à une utilisation de Relib qu'on a vu dans la dernière vidéo, hein, comment le compiler, ce framework on va dire. Et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire avec un programme un peu simple. Je pense qu'on va le découper cette vidéo en plusieurs vidéos. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de calculer une approximation de pi. Et on va le faire d'un point de vue visuel, assez visuel, on va dire, assez simple, puisque, eh bien, il y a plusieurs méthodes pour calculer pi, notamment une méthode qu'on appelle méthode de Monte Carlo. Donc, en gros, ça consiste, à chaque fois qu'on parle de Monte Carlo, en fait, d'algorithmes à base de Monte Carlo, c'est des algorithmes qui demandent grosso modo de tirer plein de nombres aléatoires, et avec ces nombres aléatoires, on arrive à avoir des valeurs. Et nous, eh bien, on peut calculer pi grâce à des nombres aléatoires. Je vais vous faire un espèce de petit dessin bien dégueulasse sur Paint. Mais globalement, l'idée, c'est si vous avez un carré, tac, hop, qui mettons, ça fait, j'en sais rien, on va dire 100 pixels. 100 pixels. Et que vous avez un cercle qui est d'origine le milieu du carré, donc on va dire que c'est ici, et qui fait de rayons, hop, voilà, qui comprend tout le carré en fait, donc qui est d'origine le milieu du carré et qui fait de rayons, eh bien 50 pixels, donc la moitié d'un côté du carré, et que maintenant vous avez un espèce, en fait là c'est comme si vous aviez une cible et que vous jouiez aux fléchettes, et maintenant si vous balancez des fléchettes sur ce carré, ceux qui vont être dans la cible, comme par exemple lui, si vous le faites de manière complètement aléatoire, hein, en balançant une énorme quantité de fléchettes, en fait vous allez avoir des trucs un petit peu comme ça, vous allez avoir plein de petits points dans la cible et quelques points qui vont se retrouver pas dans la cible, mais dans le cadre. Eh bien, une approximation de pi veut que, enfin, on ne va pas démontrer ça mathématiquement, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est d'utiliser Relib. Mais globalement, en gros, la quantité de points que vous allez avoir dans votre cercle, donc NB dans le cercle, divisé par le nombre total de fléchettes que vous avez balancées sur le cadre, ça vous donne une approximation en fait de pi sur 4. Donc il suffit juste que ce nombre, on le multiplie par 4, pardon, et on a une approximation de pi, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui peut se démontrer hein, mathématiquement. Là, le but, encore une fois, c'est que c'est pas trop c'est pas l'objectif, on va dire, de ces vidéos, même si c'est intéressant, il n'y a pas de, y a pas de souci, mais c'est pas l'objectif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fenêtre avec Relib, on va créer eh bien, ce cadre-là, un carré, on va créer un cercle dedans, et puis on va balancer des fléchettes. Visuellement, on va les voir, on va draw des pixels à l'écran globalement, et on va essayer de calculer une approximation de pi grâce à ça. Donc en fait, ce qu'on va faire globalement, c'est on pourrait le faire de manière totalement, sans aucun visuel, mais là, on va le faire de manière à utiliser Relib, de manière à utiliser des méthodes qui permettent de draw donc de dessiner des formes géométriques assez simples à l'écran, notamment un rectangle et un cercle, et puis de draw des pixels spécifiques. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, on va relancer Commander. Tac, je vais aller dans des... Moi je l'ai mis dans Project. Donc si on regarde ici, j'ai déjà fait un truc pour moi-même, mais il y a un petit moment je l'avais fait, donc je sais même plus s'il utilisait Relib, mais du coup c'est l'occasion de le refaire. Donc on a Relib qui est ici, et si vous vous souvenez bien, normalement si on lance un Explorer directement, hop, en faisant Explorer point pour l'ouvrir dans le même dossier où on est, c'est-à-dire dans des projets, si on va dans Relib et qu'on va dans SRC, normalement, si vous vous souvenez bien, on a compilé Relib de manière dynamique, donc qui nous a généré un librelib dll.a plus le relib.dll, et on l'a aussi compilé de manière statique, ce qui nous a normalement ajouté un librelib.a.
Aujourd'hui, on va utiliser la version statique de la librairie. Donc, c'est-à-dire que quand on compile, on donne un lien statique de la librairie. Mais je vous montrerai, si vous voulez, comment est-ce qu'on utilise la version dynamique et comment est-ce qu'on peut notamment charger une librairie dynamique pendant l'exécution d'un programme et non pas à son étape de compilation. Mais ça, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, enfin dans plusieurs vidéos, parce que c'est des concepts un peu plus avancés de programmation, que ce soit, enfin là c'est en C, hein, mais que ce soit dans n'importe quel langage, puisqu'il y a plein de langages qui permettent de compiler des librairies, que ce soit statiquement ou dynamiquement. Donc je vous montrerai ça. Il n'y a pas de souci. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer du coup un nouveau dossier. On va l'appeler Monte Carlo. Pareil. Tout simplement, on va aller dedans avec la commande cd. Hop. Et on va lancer VS Code. Alors, tac. Je suis pas sûr qu'on ait bien lancé VS Code dans le bon dossier. Effectivement, c'était pas le bon dossier. Moi, celui que j'ai créé, il s'appelle Py avec un E, puisque l'autre c'était l'autre projet tout simplement. Hop, donc c'est des Monte Carlo Py avec un E, et là on devrait avoir quelque chose de vide. Bien, voilà, parfait. Ça j'aime bien. Alors, on va créer un nouveau dossier tout de suite qu'on va appeler include. Moi j'aime bien commencer par créer une architecture qui est assez classique. En gros, include qui contient les headers que j'utilise de mes dépendances. SRC qui contient le code source en fait tout simplement du programme que je suis en train de développer, et lib qui contient les librairies. En l'occurrence, on va mettre celle de relib. Donc si on fait un ls, cette fois-ci on a bien les trois dossiers. On va aller chercher la librairie de relib qu'on a compilé statiquement, qui est dans src on a dit, et qui s'appelle librelib.a, et on va la placer du coup dans notre dossier lib qu'on vient de créer. Donc voilà, elle apparaît ici, et on va faire exactement la même chose mais avec le header. Donc en fait on a besoin juste du header de relib.h, et puis on va pouvoir utiliser absolument toutes les fonctions qui sont dans la librairie qui sont dans relib en fait tout simplement. Et celui-ci on va le mettre dans le dossier include. Et voilà, et donc là on est parti. On va pouvoir commencer à créer notre fichier main.c qui va contenir la fonction main d'entrée du programme, qui contient tout simplement int argc chat étoile argv, enfin classiquement on l'appelle comme ça. On pourrait mettre aussi void hein, tout simplement, mais pour rappel, là c'est le nombre d'arguments qu'on donne au programme, et ça c'est les strings qui contiennent les arguments. Globalement, c'est par exemple le programme là que vous avez cp, qui permet de copier des fichiers vers d'une source vers une destination. Il prend en paramètre plusieurs strings, notamment la source et puis la destination. Donc là en l'occurrence il utiliserait les arguments, nous on les utilisera pas. On a besoin d'inclure du coup aussi relib. Relib se trouve, nous on est dans le fichier main dans src, donc si on se décale de 2 points, enfin de 1 coin en arrière, on est du coup dans Monte Carlo Py. On peut le faire ici hein, si vous voulez. Si on fait scd src pour change directory, on se met dans source. Si on fait un cd 2 points en arrière include, on se retrouve du coup dans Monte Carlo include, et on a accès à relib.h. donc nous c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut qu'on fasse 2.2. Include, et là on a accès à relib.h tout simplement, et on va pouvoir se remettre ici et clear la console. Et du coup, pour commencer à créer tout simplement une fenêtre avec relib, c'est hyper simple. Il suffit d'appeler la méthode initWindow qui prend en paramètre une width. Donc nous, on va faire un programme qui va faire 1280 par 720 pixels. Ça va être parfait. C'est du 720p. Et on va l'appeler Monte Carlo Py, tout simplement. Quand on a appelé initWindow, il faut qu'on appelle close window aussi.
à la fin, puisque init window va faire des allocations mémoire, on a besoin de freeze toute cette mémoire et puis de fermer la fenêtre. Et si on compile ça avec GCC, on va faire -wall pour avoir toutes les erreurs. On va faire, on veut compiler du coup src main.c, ça c'est le fichier qu'on souhaite compiler, tout simplement. On a besoin de spécifier des librairies qui vont être notamment dans le dossier lib, puisqu'on va avoir libre et lib. Et puis au niveau des librairies, du coup, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a besoin de linker statiquement pour pouvoir compiler un projet avec Relib. Si on va dans les exemples par exemple, on va regarder le makefile. Le makefile des exemples. Il faut qu'on rajoute... voilà, il faut qu'on rajoute ça. Donc là on est sur Windows, donc plateforme OS Windows, il faut qu'on rajoute ça. Ça c'est si on utilisait le module FileZack, du coup on ne l'utilise pas. Si on était sur Linux, on aurait dû ajouter ça. Mais là, on est sur Windows, donc on va juste pouvoir mettre ceci. Et en fait, là, ce qu'il va faire, enfin, en gros, la librairie qu'on a compilée la dernière fois s'appelle librelib.a. Et du coup, en fait, quand on rajoute ici -L.lib, on lui dit va chercher les librairies qui sont aussi dans le dossier lib, ici à la racine de ce dossier-là. La librairie qui s'appelle relib. En fait, il va omettre automatiquement le lib qui est devant et il va le remplacer. Donc ici, on dit -L relib. En fait, ça correspond à ce fichier-là. Et ces fichiers ici correspondent à des fichiers qui sont déjà, on va dire, soit spécifiés de manière. Enfin, le pass est spécifié directement dans l'OS, soit c'est, notamment OpenGL32 et enfin, tout ça, en fait, c'est déjà spécifié. Les chemins d'accès, on va dire, sont connus de ces librairies. Donc, il va les récupérer tout seul. Et si on fait ça, on devrait pouvoir compiler. Et on a maintenant un programme qui s'appelle a.exe. Et si on le lance avec ./a.exe, il ne se passera rien. Voilà, si ce n'est des logs. Puisque ce qu'on fait, c'est juste qu'on affiche une fenêtre et tout de suite après, on la ferme. Donc, pour garder la fenêtre ouverte, il faut qu'on ajoute une boucle pour que notre programme puisse boucler toutes les frames, on va dire. Et du coup, on va pouvoir utiliser le window should close de Relib qui en gros dit tant que on a le window should close, en fait, c'est tant qu'on n'a pas appuyé sur la touche échappe, si je dis pas de bêtises, ou alors qu'on n'appuie pas sur la croix par exemple ici, le programme continue de tourner. Et donc là, si on relance le a.exe, on a bien notre fenêtre qui tourne en boucle. C'est normal puisqu'on ne fait absolument rien dedans, donc c'est normal que ça tourne en boucle et qu'il est planté. Mais ici on va pouvoir par exemple commencer à faire un begin drawing. Donc ça c'est pour dire qu'on va commencer à dessiner des choses. Dès qu'on va commencer à dessiner des choses et qu'on fait un begin drawing, il faut qu'on fasse un end drawing. Et entre les deux, du coup on peut appeler par exemple la méthode clear background. On va le mettre en gris. Donc ça c'est une couleur qui est définie, donc c'est le gris. Les couleurs c'est très facile, dans Relib c'est RGB tout simplement, RGBA, donc rouge, bleu, green, donc vert et l'alpha. Donc là il va nous dessiner en fait tout le contenu de la fenêtre en gris. Si on recompile et si on le lance, voilà, on a une fenêtre, dedans toutes les frames, on va dessiner, on va redessiner entièrement son contenu en gris. Et si on appuie sur échappe, on kill le projet. Et ça fait exactement la même chose si on appuie sur la croix ici. Donc ça, c'est vraiment le code qu'il faut pour créer une fenêtre avec Relib. Donc c'est extrêmement simple. Derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que pour créer des fenêtres sur n'importe quel ordinateur, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens s'imaginent. Il y a beaucoup de code qui est nécessaire, mais du coup Relib fournit des points d'entrée qui sont assez faciles à comprendre à ce niveau là. Donc ça c'est le code minimal pour créer des fenêtres. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à
dessiner notre cadre, notre rectangle. Donc on va commencer par lui donner une taille, tout simplement. Je me demande si je fais mettre des int ou si je mets tout en float. Parce que techniquement parlant, on pourrait mettre tout en int, mais c'est qu'après on va avoir des calculs à faire et des calculs qui nécessitent d'avoir des virgules et ça évitera de tout caster en float. Donc je pense que je vais tout mettre en float, ce sera directement plus facile pour avoir des chiffres à virgule. Donc on va avoir besoin d'avoir un x pour le rectangle, un y, donc c'est-à-dire son point d'origine en x et y. On va avoir besoin d'une largeur et on va avoir besoin d'une hauteur. Donc moi je code tout, enfin sur la stack, hein, y a pas de, pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Son x, on va dire que ça va être la taille de la fenêtre divisée par 2. Parce que moi ce que je voudrais c'est qu'il apparaisse au milieu de l'écran. Si on va refaire un petit paint, mettons que ça ce soit notre fenêtre, que ça fasse tac 1280 pour que notre carré soit au milieu de l'écran, c'est-à-dire qu'il soit là, mettons qu'il soit au milieu de l'écran. Il faut que cette distance là soit égale à cette distance là, et ça c'est la largeur de notre rectangle qu'on va appeler W. Donc globalement ça c'est la largeur de notre fenêtre. Donc notre rectangle il doit commencer, donc ça c'est le point d'origine, hein, c'est les fameux XY ici, et donc son point X doit correspondre à 1080 divisé par 2, donc ça nous donne exactement le centre de l'écran qui est là, moins la largeur du rectangle divisé par 2. Donc tout simplement. Donc ça c'est son X. Donc ça va être 1280 hop, divisé par 2, moins la largeur du rectangle. Et du coup ça on peut les mettre au-dessus. Comme ça on aura accès directement. Moins rectangle width divisé par 2. Et en largeur du rectangle, mettons qu'on fasse un rectangle de 400, enfin qu'on fasse pas un rectangle, pardon, qu'on va faire un carré du coup, de 400 par 400, donc 400 pixels de haut, 400 pixels de bas. Je devrais mettre des points F puisque c'est des floats. Bon, c'est la même chose, hein. Pas trop de soucis. Je ne sais pas pourquoi il râle. On verra bien à la compilation pourquoi est-ce qu'il râle. Et puis bah, le point Y c'est exactement la même chose, mais sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on va couper l'écran en deux, hop, à ce niveau-là. Et du coup, mon dessin est complètement pété, mais vous avez compris l'idée. La position Y ici, en gros, c'est la largeur de l'écran. Donc ici dans notre cas c'est 720 divisé par 2. Du coup, pour choper le milieu, moins enfin un demi de la hauteur du rectangle. Exactement la même chose que dans l'autre cas. Rectangle 8 divisé par 2. Et du coup ici on va pouvoir appeler la méthode drawRectangle en lui donnant la position du rectangle, enfin le point X, son point Y d'origine, sa largeur et sa hauteur, et puis une couleur que nous on va mettre à blue. Il y a plusieurs couleurs qui sont déjà définies, hein, dans Relib.h. Elles sont toutes là, mais on peut en définir nous-mêmes, hein. Il suffit de, si on va sur internet, tac, color RGB, et que par exemple on veut ce bleu là, et bien ce bleu là correspond à du coup 204, 255, 255. Et puis bah, l'alpha on va le mettre aussi à 255 pour lui dire qu'on veut une couleur qui est complètement opaque et qui n'est pas transparente. Et on devrait avoir exactement cette couleur là. Donc on peut créer nous-mêmes nos couleurs, il n'y a pas de souci. En se basant sur exactement la même chose, on peut copier-coller cette ligne. Tac, je vais vous montrer du coup. Si on fait hop, une macro ici et qu'on veut un bleu comme ça, un bleu bien balèze, donc c'est à 00153. Donc on va l'appeler dark blue. Donc on a dit 0 0 et 153 ici. Et du coup c'est dark blue. Tac.
et ben on va pouvoir utiliser le dark blue comme ça. Et si on recompile notre programme, alors on a une erreur, l'élément n'est pas une constante effectivement, puisque rectangle width il ne connaît pas. Donc soit on remplace ici par 400, c'est le plus simple, soit on met tous ces éléments là en fait dans le main. Ça devrait marcher aussi, mais en faisant ça, ça devrait compiler sans souci. Voilà. Ah, Dark Blue existe déjà, ok. On va l'appeler Dark Blue 2 du coup, puisqu'il existe déjà dans relib.h. Et là, il devrait plus nous mettre d'erreur. Impeccable. Et du coup, on a bien exactement la même couleur qu'on a sur le site web, ici, pour notre carré. Donc on a bien un carré qui est bien au milieu de notre fenêtre et qui fait 400 pixels par 400 pixels. Et maintenant on va pouvoir dessiner notre cible et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et puis on verra dans le prochain épisode comment est-ce qu'on peut commencer enfin à coder visuellement les fléchettes qu'on va balancer de manière aléatoire sur la cible pour calculer pi. Mais pour avoir notre cible, déjà, on va baser sur la même chose. Donc en fait, on va utiliser la méthode qui s'appelle drawCircle, qui prend en paramètre, vous voyez, le x, donc le centre du cercle, le point central du cercle avec son x et son y, le radius du cercle, donc le rayon, et une couleur. Donc on va avoir besoin de plusieurs paramètres. Circle x, float circle y, et float circle radius. Alors du coup le radius c'est le plus simple puisque ça va faire la taille enfin ça va faire 400, enfin 400 divisé par 2 du coup, donc ça va faire 200.f pour avoir ce que je vous avais montré tout à l'heure, un cercle qui fasse tout ceci. Donc en fait il suffit de prendre le radius, c'est ça. Tac. Donc c'est la largeur de notre cadre divisé par 2. Donc en l'occurrence ici, la largeur de notre cadre c'est 400 et qu'on va diviser par 2, donc ça fait 200 tout simplement. Et son x du coup, donc là le x du cercle en fait ça va être le milieu du carré, et le milieu du carré c'est ni plus ni moins que le point x plus la moitié de la largeur du carré. Donc c'est-à-dire 200. Et puis en y c'est pareil, c'est égal à rectangle y plus la moitié de la hauteur du carré, donc du cadre. Tac, je pense qu'on va avoir exactement les mêmes erreurs, donc on va remplacer ça par d'ailleurs c'est bizarre qu'il met qu'on doit avoir une constante value. Si je mets const, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est heureux si je mets const? Si je mets des consts partout, ça change pas grand chose. Un const ça veut juste dire qu'on n'aura pas le droit de le changer par la suite. Pour l'instant il nous dit pas. Il nous dit que c'est pas bon. Bon écoutez... On va compiler, on verra bien ce que nous dit le compilateur. Donc du coup ici on a dit qu'on allait avoir besoin du x, du cercle y, du cercle radius et d'une couleur. En l'occurrence on va utiliser le rouge qui est inclus dans relib, qui correspond à ça. C'est pas vraiment un rouge parce que rouge ce serait 255 ici, 00 255. Mais un rouge à mon avis ça défonce un peu les yeux, donc du coup c'est pour ça qu'il y a des petits ajustements au niveau des couleurs. On va pouvoir recompiler et il nous dit element is not a constant. D'ailleurs j'aimerais bien savoir du coup pourquoi il nous fait un truc comme ça. Si on va taper l'erreur directement dans l'initialisateur. Ah, il faut mettre statique tout simplement. C'est ça?
Non, mais nous, ce qu'on va faire, de toute façon, on va pas se prendre la tête. Là, on n'a pas quelque chose qui devrait changer, donc on peut prendre exactement la même. Hop, value ici, parce que normalement, il me semble que le const comme ça peut être évalué à la compilation et non pas au runtime. C'est-à-dire qu'à la compilation, il va remplacer toutes les valeurs. Mais là, ça devrait fonctionner sans souci. Donc on a bien notre cadre avec notre cible au milieu qui prend tout simplement le milieu du cadre. Donc on est bon, on va pouvoir dans la prochaine vidéo commencer le vif du sujet, on va dire, les trucs un peu plus intéressants et puis rentrer un petit peu plus dans le concret. Voilà, en tout cas j'espère que cette première vidéo de trucs très 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 basiques qu'on peut faire avec Relib vous a plu. Si vous avez la moindre question encore une fois, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et codez bien. Salut!